On se gardera un petit moment de questions-réponses à la fin de cette conférence. Surtout, n'hésitez pas, même si en cours de route, vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit et que vous voulez interagir tout de suite avec nos intervenants, n'hésitez pas non plus, évidemment. C'est l'avantage d'avoir repris des événements en physique, c'est que les interactions soient plus faciles. On l'a beaucoup dit depuis ce matin, le sujet du carve-out est technique, il est protéiforme et il est d'actualité, bien sûr. On a étudié au sein des différents panels de cette matinée toutes les étapes clés d'un carve-out, de l'anticipation à l'exécution, bien sûr, mais aussi les écueils, les enjeux, qu'ils soient financiers, RH, stratégiques ou même IT, on en a beaucoup parlé. Pour terminer, on va se pencher sur le sujet très stratégique et bien sûr primordial de la seconde vie de l'entreprise et comment réinsuffler cette seconde vie. Je suis extrêmement bien entourée pour en discuter avec vous. Je vais laisser mes super 3 intervenants se présenter. Bien, bonjour. Thierry Boinon, je quitte Nokia. J'étais président de Nokia en France, mais aussi en charge de la stratégie mondiale des services et tout ce qui était activité d'intégration, M&A et autres. Donc voilà, dans les télécoms depuis plus de 30 ans. Bonjour, je suis Thierry Senalier. J'accompagne maintenant des entreprises qui ont besoin de se recaler sur des stratégies. J'étais auparavant président du groupe Jardiland, dont j'ai opéré la restructuring et qui a été revendu au groupe Invivo. Et j'ai opéré le carve-out d'Habitat et j'ai fait la restructuration de la distribution du groupe SFR, ce qui nous rapproche un peu, enfin du groupe, pas du groupe, de la distribution du groupe SFR, parce que sinon ça aurait été un mensonge. Voilà. Et vous avez été, c'est l'humilité qui parle, mais vous avez été aussi lauréat du prix Ulysse en 2016. Et moi, je m'appelle Gilles Roland et depuis une vingtaine d'années, je rachète des entreprises dans des phases compliquées, pour ne pas dire en crise, dont un certain nombre dans le cadre de carve-out, de grands groupes ou de groupes plus petits qui se séparaient d'activités non stratégiques. Merci beaucoup à tous les 3 d'être parmi nous aujourd'hui pour partager votre expertise et surtout votre expérience. Je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet. Donc, le carve-out s'est passé. Quels sont les points d'attention qui sont primordiaux afin de lancer la structure sur une nouvelle dynamique ? Alors moi, je vais te dire un mot, en fait, parce que tu as dit le carve-out est fait. En fait, ça commence avant. Et ça, on aurait dû en parler entre nous. C'est vrai, il faut C'est qu'en anticiper. fait, ça commence avant le carve-out. En France, notamment, vous savez qu'il y a des obligations légales d'information du personnel. Et donc, si on rate cette com, si on rate avant l'acquisition ou avant la cession, la communication auprès des salariés, alors ça va bien plus loin que les cadres et ça va bien plus loin que le CE. Si on n'est pas capable déjà d'insuffler auprès des gens le projet vers quoi on va aller, en fait, ça ne marche pas. Et on n'a pas suffisamment parlé. C'est-à-dire que je pense que le processus, il commence bien avant ça. C'est vrai, c'est souvent vrai aussi que la communication, elle est tenue par celui qui vend. Et que donc le travail de calage qui doit exister entre le repreneur de la partie qui fait l'objet du carve-out et celui qui est dans la situation de vouloir s'en séparer, c'est pas, les intérêts ne sont pas toujours alignés, les volontés de communication ne sont pas toujours alignées. Et parfois, il n'y a pas non plus la volonté de laisser l'acquéreur parler tout de suite. Et d'ailleurs, la loi est assez... Il y a des règles très précises, donc on n'arrive pas toujours au début de la communication, déjà et d'une. Et puis la deuxième chose, c'est que parfois les messages sont parfois contradictoires. Donc il y a un intérêt particulier à ce que dans le travail du carve-out entre le cédant et l'acquéreur, il y ait en tout cas une vraie transparence et une vraie facilité pour celui qui va reprendre le périmètre de pouvoir communiquer directement, à minima avec les équipes dirigeantes, ou en tout cas l'encadrement qui va être pris, et en tout état de cause, si possible, au plus grand nombre. Voilà. Et après, est-ce qu'on dévoile toute la stratégie à cet instant-là? C'est pas toujours vrai, parce que je pense qu'il faut y aller étape par étape. Il y a besoin d'une acculturation, et il y a besoin aussi de faire un deuil pour les équipes qui sont séparées du groupe périmètre, par exemple, ou qui sont séparées d'un périmètre opérationnel, enfin dont le périmètre opérationnel est séparé. Donc, il y a un peu de psychologie quand même et de compréhension de la culture de l'entreprise, du périmètre qu'on reprend.
et beaucoup de respect pour aborder ces discours-là et pas y aller comme un bulldozer. Faut avoir du toucher, il faut avoir de la délicatesse, il faut pas mentir. Je pense que c'est un élément fondamental. Je pense que la règle absolue, c'est on dit la vérité. Parce que sinon, le mensonge sera détecté à plus ou moins court terme. Et là, ça sera la fin de l'histoire. En tout cas, ça sera une histoire beaucoup plus compliquée. Donc il faut dire la vérité. On peut ne pas dire toute la vérité, mais on ne peut pas dire des choses qui ne se réaliseront pas. Voilà. Alors, évidemment, pour ceux qui étaient là depuis ce matin, beaucoup de choses ont été dites. Donc, il y a sans doute un peu de redite. Je pense que la phase préliminaire à l'exécution est importante. Et c'est celle-ci qui doit prendre du temps, mais vraiment prendre du temps d'anticiper sur un certain nombre de choses. Il a été dit aussi beaucoup qu'on peut difficilement tout anticiper, et surtout qu'en plus, l'environnement a aussi la fâcheuse tendance à aussi évoluer de lui-même. Donc, tout ce qu'on aura prévu avant ne va pas forcément se faire. Moi, je pense que quand on a besoin de réinventer ou de repositionner, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est sans doute l'agilité et la rapidité d'exécution. C'est-à-dire que quand on reprend une entité, passer beaucoup de temps après à se reposer les phases les questions sur la planification et ce genre de choses est compliqué. Ça dépend aussi beaucoup de la manière dont on va faire l'acquisition. C'est-à-dire que est-ce que c'est une entité qui va être un carve-out d'un groupe pour aller en tant que business indépendant dans un nouveau groupe, ou est-ce que effectivement cette entité elle est intégrée avec une autre activité qui existe déjà? Moi j'ai vécu les deux, je peux vous dire que c'est complètement différent. Quand on va réintégrer en fait l'entreprise que l'on achète avec une entité qui a plus ou moins le même périmètre, plus ou moins le même portefeuille, on sait très bien que dans ce cas-là, on va avoir des synergies importantes à exécuter. On sait très bien qu'on va avoir des consolidations à faire. On sait très bien qu'on va avoir des décisions à faire sur les portefeuilles, souvent, en se disant lequel des deux on garde. Et donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que dans ce cas-là, l'exécution soit extrêmement rapide et qu'elle soit dans un contexte nouveau. C'est-à-dire de se dire, on ne garde pas l'un ou l'autre et on fait une absorption, mais on recrée quelque chose de complètement nouveau. Après, si effectivement c'est verticalisé, c'est nouveau et que ça ne se vient pas en superposition d'une activité existante, effectivement c'est totalement différent et insuffler un renouveau est différent. Mais vraiment, je pense que le temps, l'agilité et vraiment la rapidité d'exécution de l'intégration est majeure dans ce cas-là. Il y a un point que soulève Thierry qui est important, c'est cette notion du dominant-dominé. Dans le carve-out, on voit souvent une attitude de celui qui est le repreneur, qui est une attitude de dominant. Sauf à vouloir casser la machine, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Si vous êtes dans une logique à ne pas partager avec les équipes qui font l'objet du carve-out, vous allez vous retrouver avec une entité un peu comme un cheval au refus qui vous dit « mais moi je passe pas l'obstacle, toi tu peux le passer si tu veux, mais moi je vais pas le faire ». Et là vous avez une montée des problématiques qui vont arriver, notamment sociales, notamment avec les syndicats, et vous allez faire beaucoup d'efforts en perdant toute l'agilité à laquelle fait référence Thierry. Et ça part en vrac. Et c'est souvent pas le chef d'entreprise ou le patron qui opère le carve-out qui est à l'origine de ça, c'est les équipes en dessous. Parce que dans je recrée, il y a je perds. Parce que quand vous avez des synergies qui rentrent dans le cadre d'une absorption d'un groupe, vous avez des synergies, vous allez avoir, les gens sont parfaitement conscients d'un côté ou de l'autre qu'il peut y avoir de la casse. Et donc, le sentiment de dominer arrive naturellement de l'acquéreur. Et ils ne comprennent pas parfois qu'ils ne soient pas les dominants. D'accord ? Donc, il y a un moment donné où il va falloir faire jeu égal avec le périmètre et bien l'impliquer dans cette phase d'intégration. C'est un peu différent lorsque... Moi, j'ai plutôt vécu un carve-out où on a autonomisé, c'est-à-dire qu'on a recréé une entreprise. On a repris des actifs opérationnels, le siège était en Angleterre, il fallait recréer un siège en France.
ne fallait pas louper le business, parce qu'on a fait ça avant Noël. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement critiques. Mais quand on autonomise, on s'appuie sur les équipes du carve-out. Quand on va faire une jonction, une fusion, une absorption, une augmentation de périmètre, c'est un peu plus touchy. Et tout le monde sait qu'il va y avoir de la casse. Et généralement, il faut être attentif à ça. Il y a un point qu'on ne soulève pas assez, c'est le travail qu'on fait avec les syndicats. Moi, je suis plutôt un homme de transformation, un peu comme Gilles. Le travail qu'on fait avec les syndicats, il est quand même clé. Et souvent, on vit les syndicats. Je suis intervenu dans différentes audiences pour dire que les syndicats, ce ne sont pas des opposants, ce sont des vrais partenaires. La preuve s'il en est, puisque toutes les restructurations que j'ai faites sont des restructurations, on n'a pas vécu de mouvement de grève, on a eu un vrai facteur social construit. C'est la même chose dans le carve-out. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger ces hommes qui ont la mission de défendre leur père et de les respecter en tant que tels, mais surtout de les associer au projet. Plus ils seront associés au projet, plus on aura une construction évidente avec eux, plus la capacité qu'on aura de jouer avec agilité, librement, de pouvoir d'ailleurs même réagir, parce que l'avenir n'est jamais certain et que les choses peuvent arriver d'une façon différente. Donc parfois, on va avancer sur un pion, et puis ce pion, va falloir le bouger un peu différemment. Il faut avoir des syndicats qui soient à l'écoute, qui soient réceptifs, qui soient en mesure de vous aider aussi. Et il ne faut pas négliger qu'on ne fait pas un combat, j'allais dire, de l'EBITDA contre le social. On fait une union des deux. Alors, et c'est ça qui fait les réussites, que ce soit en matière de transformation, que ce soit en matière de carve-out. Et pour rebondir sur ce que dit Thierry, et pour faire le lien avec le premier point, quand on arrive dans une entreprise au moment du carve-out, donc là cette phase de carve-out c'est fait, on a des idées, mais on n'a pas la vérité. On a des idées de direction qu'on pourrait prendre. Et ces idées, on doit ensuite les confronter à une réalité qu'on n'a vue que de manière très superficielle. Et c'est là qu'on a besoin de fortement impliquer les équipes, de fortement motiver les gens, et probablement aussi de confronter les idées qu'on a à une réalité et les adapter, les faire évoluer, voire les changer. C'est-à-dire qu'on peut arriver dans une opération en ayant l'envie d'aller vers la droite parce qu'on pense que c'est là qu'il faut aller. Et puis en fait, quand on veut dérouler le plan et qu'on veut impliquer les gens et qu'on veut construire ce plan avec eux, on se rend compte qu'en fait, c'est une mauvaise idée, qu'il faut faire autrement. Et ça, c'est à mon avis absolument clé. Être capable de s'adapter, donc d'avoir de l'humilité, de ne pas se comporter en dominant face à des gens qui en plus savent, parce qu'ils connaissent l'entreprise, ils connaissent ses rouages. Et donc être toujours à l'écoute et être capable en permanence si on prend l'exemple du cheval, c'est de bien tirer les rênes pour que l'équipe se fasse. Ça se fait au petit doigt. Absolument. Un couple cavalier-cheval, c'est vraiment un couple, quoi. C'est pas l'un qui domine l'autre, c'est vraiment ensemble. Je crois que d'une manière générale, on vient tous avec une idée. À un moment donné, quand on opère une entreprise ou quand on intègre une entreprise ou quand on opère un carve-out, assez logiquement, on construit un plan. La réalité, c'est que ce plan, il va s'amender de la réalité opérationnelle, de la connaissance fine que les collaborateurs du carve-out ont de leur périmètre. Moi, quand on a fait le carve-out d'Habitat, on a dû remonter un siège en 2 mois et 20 jours, puisqu'on a repris cette entreprise, le périmètre opérationnel. On a pris les actifs opérationnels en Europe continentale. Le siège était en Angleterre. Il fallait reconstruire en France quelque chose qui fonctionne. Il fallait récupérer l'informatique, mais surtout, il ne fallait pas arrêter le chiffre d'affaires. Or, l'entreprise en Angleterre était déclarée faillite et elle allait fermer. Donc, on avait de façon en espace-temps contraint. On savait que le 31 décembre, la boîte serait fermée. Donc, on avait un travail de discussion avec le mandataire liquidateur en Angleterre. Et puis, on avait un travail de réassurance, parce que vous avez quand même des équipes là qui sont dans 4 pays, qui ont plutôt la trouille de perdre leur job, parce que c'est quand même ça la vérité. Ils travaillent pour gagner de l'argent et pour vivre. Il ne faut jamais le négliger. Les hommes qui nous entourent travaillent pour vivre. Et donc, conserver son emploi est un élément majeur pour eux. Et en fait, bien comprendre Habitat, c'est partir au plus profond, c'est-à-dire aller voir les caissières, c'est aller voir ceux qui opèrent les livraisons, et de les écouter, et de passer un temps certain et de remonter. Moi, j'ai une technique qui consiste à dire, je n'écoute pas les cadres,
dirigeant, je vais d'abord au plus bas niveau de l'entreprise et je remonte. Il y en a qui font le contraire. Chacun sa méthode. Mais celle-là a un avantage, c'est que bien souvent, vous créez du lien, vous créez votre crédibilité, vous démontrez votre capacité à l'écoute. Et si vous avez quelques idées, vous êtes capable de les reprendre. Surtout, ne vous les accaparez pas. Il faudra toujours dire que c'est un collaborateur du terrain qui vous l'a donné, parce que ça, il faut rendre à César qui lui appartient. Mais vous remontez vers le haut, parce que si vous démarrez vers le haut, vous partez du haut vers le bas, vous partez du pourvoir vers l'exécution. La réalité, c'est qu'il vaut mieux comprendre comment se fait l'exécution pour être bien sûr que le management que vous avez au-dessus, ou le pouvoir que vous avez au-dessus, est au bon niveau de ce que vous voulez faire du plan que vous avez prévu. Parce que là, vous allez devoir choisir aussi, vous allez devoir vous entourer. Vous ne trouvez pas forcément des gens qui sont complètement heureux de vous voir arriver. Il y en a qui ont réfléchi à vouloir faire le carve-out à votre place, par exemple. Et donc, vous n'êtes pas forcément un ami. Il y en a qui n'en veulent pas. Voilà. Déjà, quitter un groupe, c'est un stress, parce qu'on part d'une structure confortable, et ainsi de suite. Si on prend des groupes comme Nokia et compagnie, ou SFR, et vous êtes externalisé, d'un seul coup, vous êtes une société indépendante, vous n'avez plus les mêmes... Enfin, quand vous avez un trou de trésorerie, vous n'avez pas le siège en disant « envoyez-moi 1 million ». Là, il faut aller voir le banquier. Il faut discuter différemment. Donc là, il y a des sujets de crainte. Et ce travail de réassurance est un élément important. Du coup, le choix de l'équipe dirigeante qui va vous entourer, il est extrêmement important. Et vous ne pouvez pas faire un carve-out en interne avec des opposants. Et donc, il va falloir les diagnostiquer très vite et agir très vite, parce que vous ne pouvez pas maintenir dans la nécessité de créer cette symbiose qui va vers l'avant, d'avoir quelqu'un qui va jouer le boulet ou l'encre flottante derrière votre bateau. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, le diagnostic, et le diagnostic sincère, c'est-à-dire qu'avec une vraie compréhension de ce que sont la perception du management sur le terrain, c'est un élément fondamental. Ouais, et je pense que pour aller dans ce sens aussi, le point important qui a été aussi mentionné dans d'autres interventions précédentes, c'est vraiment la culture. Je crois que il y a ce point, c'est ce qui va permettre de créer une colonne vertébrale à la nouvelle entité, qu'elle soit multiple, qu'elle soit isolée, qu'elle soit verticalisée. Mais de toute façon, ça sera forcément différent de ce qui s'est passé précédemment. Un carve-out, c'est pas juste on découpe une entité et l'entité vit toute seule. Forcément, ça sera différent. Et donc, la culture sera forcément différente. Et c'est la culture qui, sans doute, va donner ce qui va permettre à cette nouvelle entité de réagir. Parce que, comme on disait, rien ne va être totalement planifié. Et ce qui permettra à cette nouvelle structure de se développer et d'avoir son propre développement, c'est autour de sa culture et de sa capacité de se retrouver autour de la vision qu'ils auront créée ensemble. Et pour ça c'est énormément autour de la nouvelle culture qui sera créée de la nouvelle entité. Il n'y a pas pire qu'un général d'empire qui ne veut pas avancer. Vaut mieux un hussard sur son cheval qui avance. De manière générale, pour réussir, il faut des gens qui veulent aller avec vous. Et donc, il n'y a pas pire qu'un cadre, ou d'un cadre dirigeant, qui d'un seul coup se dit « mais attendez, moi je ne faisais pas comme ça, mon territoire est là, puis je ne vais pas faire ça », parce que des fois, il faut mettre les doigts dans le cambouis. Quand on fait un carve-out, on ne retrouve pas les mêmes structures d'un groupe. Donc, d'un seul coup, il faut une énergie complètement différente. Il faut aussi que l'équipe qui est en place, qui dirige, en tout cas qui est en hiérarchie de ce carve-out, s'implique. Très souvent, on est amené à faire des choix. Moi, j'ai été amené à faire des choix, notamment dans des opérations de restructuration ou de structuration, où l'état-major se dit, d'une façon très clusterisée, je vais être vizir à la place du grand vizir. La réalité, c'est pas ça. C'est en fait, demain matin, il faut que le business se fasse. Et puis, il faut que la trésorerie soit tenue. Et puis, il faut que le plan soit soutenu. Puis, il faut que mes banquiers soient au rendez-vous. Et pour ça, il faut des gens qui ont un esprit positif. J'ai un état-major complet qui est parti en 3 mois. C'est pas un sujet. Je préfère un état-major qui parfois part et que je suis capable de remplacer pour être certain d'avoir la dynamique qui derrière va relancer l'entreprise. Il n'y a pas pire que de mettre de l'argent dans une entreprise et puis voir d'un seul coup dire
Ah ben non, on ne va pas aller à 25 km/h, on va aller plutôt aller à 3. C'est pas ce qu'on a prévu, c'est pas ce que nos banquiers attendent, c'est pas ce que nos actionnaires attendent, et ainsi de suite. Donc là, il faut être extrêmement attentif à ce point-là. Il y a un point pour moi qui est très important aussi, c'est la communication tout au long de la vie, large auprès des équipes. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail avant le carve-out ou après le carve-out, c'est un travail qui doit durer tout le temps. On doit régulièrement communiquer où on en est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui se fait. Ce qui est toujours frappant, c'est que moi, je rachète des PME, je rachète vraiment des petites entreprises, ça va jusqu'à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça reste extrêmement cloisonné. Les gens ne se connaissent pas, même une entreprise de 200 salariés, les gens dans l'usine ne connaissent pas les gens des bureaux, ou pas bien, ou ne savent pas bien ce qu'ils font. Et donc, c'est assez cloisonné. Et donc, on a besoin, notre travail à nous, d'animateur. Moi, je me dis toujours, je suis un peu chef de village au Club Med. C'est ça mon rôle. C'est vraiment de m'assurer qu'il y a du lien, que les choses se fassent, que l'information circule, que les gens comprennent où on va, les difficultés qu'on rencontre. Parce qu'il faut que tout le monde se dise, ce bateau, s'il avance, c'est grâce à moi. Je suis contributif. Il n'y a pas ceux qui font pédaler ceux qui avancent et puis les autres qui exécutent. Ça ne marche pas, ça. Enfin, en tout cas, ça ne marche plus aujourd'hui. En tout cas, ça ne marche pas pour moi. Il y a le capitaine du bateau aussi qui doit être bien choisi et insuffler cette nouvelle vie à l'entreprise. C'est un rôle absolument clé. Absolument clé. Comment on le choisit? Qu'est-ce qu'il faut, il faut du drive, appelons ça comme on veut, mais il faut avoir un leadership, il faut avoir du drive, il faut aimer la communication. Et même si on n'est pas un spécialiste de la communication, à un moment donné, il faut être capable de monter sur trois palettes et puis de dire voilà ce qui va se passer, parce qu'on est dans un entrepôt, on ne va pas forcément faire déménager faire venir les gens sur Paris ou sur le siège. Il faut s'adapter à eux. C'est-à-dire qu'au final, il faut aller vers les hommes plutôt que de faire venir les hommes à soi. Il y a un truc qui est souvent, que je constate souvent, c'est qu'il y a une erreur managériale majeure. C'est j'ai du pouvoir parce que je détiens l'information. La réalité, c'est qu'on a du pouvoir parce qu'on donne l'information. En fait, le pouvoir, on ne l'a pas. On vous l'octroie. Et c'est parce que vous avez une information qui est claire, qui est limpide, qui est transparente, qui ne dit pas forcément tout, mais qui ne ment jamais. Et puis, c'est cette régularité de l'information qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dans le plan. Il peut y avoir un accident, il faut savoir communiquer. Il peut y avoir un ralentissement de l'économie, il peut y avoir un contexte particulier. Il faut communiquer. Moi, j'ai souvenir que, en tout cas dans les entreprises où je suis passé, j'avais une règle, je faisais un petit déjeuner mensuel avec tous les gens du siège, alors que j'ai un réseau de terrain. Mais ce petit déjeuner, c'était un moment complètement informel de faire de la communication. Je communiquais ou je communiquais pas. Et si je communiquais des choses qui étaient vraies. Et puis je donnais en permanence de l'espoir. C'est-à-dire que ça, c'est le premier rôle du patron qui est à la tête. C'est-à-dire si vous avez quelqu'un qui est un peu triste, qui n'y croit pas, il faut que l'actionnaire le change, quoi. Mais sinon, ça ne marchera pas. C'est pareil. L'exemple vient d'en haut. Les succès descendent la hiérarchie, les échecs remontent la hiérarchie. C'est un vieux classique. Mais la communication, c'est quand même celui qui est à la tête. Donc, il faut du leadership, il faut de l'envie, il faut de l'énergie. Moi, je dis souvent que faire du structuring ou du restructuring, c'est un sport de haut niveau. Même si je considère que parfois gérer plus de moins 2 quand on est dans une grosse entreprise, c'est parfois plus compliqué. Quand vous arrivez, que vous avez une entreprise qui est un peu basse et que vous la remontez, tout ce que vous allez faire, ça va se voir. Donc, au final, c'est assez simple. Mais il y a un tel niveau de stress, il y a un tel niveau d'engagement. On prend les équipes, les cadres, on les emmène à un niveau d'implication et d'engagement physique qu'on n'imagine pas. Carve-out, c'est pareil. C'est comme un restructuring. Il faut être en forme. Il faut avoir envie de donner envie. Et si on n'a pas ce truc-là en soi, ça ne va pas forcément très bien fonctionner. Alors, je vais renforcer le message sur effectivement un peu cette transparence et le fait que ce qui doit être communiqué est quelque chose qui est la vraie vision et pas seulement des plans qui seraient du maquillage. Alors, c'est d'autant plus difficile quand effectivement il y a une intégration qui se fait à l'arrivée. Je pense que quand tous ces rôles de leadership et autres, qui ne sont pas spéciaux d'ailleurs sur un carve-out, une intégration, une restructuration et autres, elle est un peu plus parce qu'il y a un challenge sur effectivement un événement précis.
Ce qui est très important, c'est qu'en général, les gens qui partent d'une entreprise, dans ce cas-là, ne l'ont pas décidé. Alors ça arrive effectivement dans d'autres cas, ça arrive aussi dans les restructurations. C'est pour ça qu'on a souvent dit avec Thierry que c'est assez similaire entre les restructurations et effectivement le carve-out. Mais c'est souvent des cas où les gens donc ne l'ont pas décidé et donc ils vont le vivre d'une manière assez spéciale et la plupart du temps d'une manière assez compliquée. Et ce qui est vraiment important, je pense, dans ces moments de leadership, c'est de s'assurer qu'on comprend ce que les gens vont ressentir. Parce que souvent, ce qu'on dit, souvent ce qu'on fait, ça s'oublie. Par contre, ce que les gens ont ressenti à ce moment-là, ça ne s'oublie pas. Et donc, quand on arrive avec une position dominant-dominé, quand on arrive avec, effectivement, en ignorant le métier, l'expertise, la compétence, les 20 ans d'expertise que les gens ont eu sur le métier et autres, et en arrivant un peu dans un terrain conquis, c'est des choses qui ne s'oublieront jamais. Et parce que c'est ce que les gens auront vécu le premier jour. Et ça, c'est extrêmement important que ce soit totalement anticipé et que ça soit fait par des gens qui sont un peu experts et professionnels du domaine. Il y a un autre élément auquel on est confronté, c'est avant c'était mieux ou avant c'était moins bien. Vous n'êtes pas là pour parler du passé. Définitivement. Trouvez le moyen, enterrez-le une bonne fois pour toutes, refermez le couvercle et passez à l'optimisme, passez au projet, passez à la vision, passez à la marche en avant. Et surtout, avancez. C'est-à-dire que quand on prend une entreprise, on vous confie un 35 tonnes et on vous demande que ce 35 tonnes arrive à un bon port économique, de taille, d'enjeu social, d'absence de casse, de grève, de choses comme ça. Au moment où vous confie ce 35 tonnes, il ne faut pas se tromper, hein, on vous a donné un 35 tonnes avec une pédale d'accélération, pas avec une pédale de frein. Donc il faut continuer de rouler. Et si vous vous arrêtez à un moment donné, vous allez avoir un problème qui est la crédibilité du projet que vous allez avoir. Donc le passé, vous n'êtes pas là pour le critiquer, il faut éviter de le faire. Vous êtes souvent confronté dans un cas de carve-out à avant c'était mieux, bah oui, c'était plus sécurisant. Et donc il faut ramener les gens dans oui, mais tu es maître de ton destin demain matin et tu vas y participer. Et il faut souligner que à ce moment-là, il faut peut-être aligner les choses. C'est-à-dire que vous avez de l'enjeu pour les cadres, il y a aussi de l'enjeu pour les collaborateurs. Il y a de l'enjeu pour les actionnaires. Moi, je suis assez partisan d'ouvrir la possibilité à tous les collaborateurs qui font l'objet de plans de restructuration. Il y a un très bel exemple avec Carbone Savoie, où vous avez l'ensemble des collaborateurs qui ont été amenés, intéressés économiquement au projet. Quand vous alignez les intérêts, vous alignez les envies. C'est beaucoup plus simple. D'accord ? Même quand on a des franchisés à l'extérieur, moi j'ai vécu des organisations où on a dû restructurer avec des franchisés. C'est le moment où vous pouvez perdre vos franchisés. La meilleure façon de les aligner avec vous, c'est de les associer au projet, économiquement. Pas uniquement comme ça, en disant on vous associe à la pensée. Non, non. Ce qu'on va faire, on va le faire ensemble. Et on va gagner ensemble. Économiquement, et puis aussi sur le plan de la victoire personnelle. Donc on va faire gagner tout le monde. Il ne peut pas y avoir de perdant dans une opération de carve-out. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Et plus ce travail où on a une intention particulière, quelle que soit la strate de l'entreprise, ou quelle que soit la relation avec l'entreprise, ou quelle que soit la position, que ce soit franchisée ou intégrée, vous arrivez à travailler avec finesse sur une construction d'intérêts convergents, je ne dis pas les mêmes, mais une construction d'intérêts convergents, et pas forcément le même poids économique, mais si vous arrivez à faire de la construction d'intérêts économiques convergents, avec des poids différents, alors vous créez la symbiose que vous cherchez. Vous cherchez une sorte d'harmonie, un nombre d'or, et cette harmonie fonctionne. Pourquoi, quand on fait le carve-out de Jardiland, on n'a pas de presse négative? Pourquoi, quand on fait la restructuration de Jardiland, on a un seul article, alors qu'au final, on a quand même un gros plan de restructuration qui est en place? Parce qu'on a mis tout le monde dans le même jeu, dans le même panier, et on ne s'est pas préoccupé de savoir s'il y en a un qui gagnait plus ou pas. On a fait gagner tout le monde à la fin. Voilà, donc socialement, quand on peut les faire entrer, moi ça n'a pas été le cas sur Jardiland, sur les collaborateurs, mais quand on a l'opportunité de créer aussi une part économique, vous simplifiez la vie. Et c'est pas neutre. Mais c'est pas du gratuit, c'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, vous allez aussi payer, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent parce que vous avez confiance.
Donc c'est un facteur clé, c'est-à-dire créer la confiance dans le périmètre fait la différence fondamentale de la réussite du carve-out. Alors je vous passe tous les sujets qui sont les pré-analyses, l'écosystème, le marché, et ainsi de suite, que vous devez connaître sur le bout des doigts. Vous ne pouvez pas arriver avec la fleur au fusil sur un sujet pareil, c'est pas possible. Alors, je pense que quand tu rachètes tes boîtes, tu sais où tu vas, généralement. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose pour vous, quel que soit le carve-out. Une difficulté lorsqu'on fait des... Alors moi, je fais des carve-out de sauter qui vont pas très bien. Donc une difficulté, c'est pourquoi est-ce que vous, avec vous, ça marchera, que ça marchait pas avec les autres, quoi. Et c'est vrai que cette notion de crédibilité est quand même dure à acquérir. On a bien des idées, mais on n'arrive pas avec la science infuse. S'il y avait une solution toute facile et toute simple pour qu'une boîte qui va pas bien demain est bien, ben ceux qui la vendaient, ne l'auraient pas vendue. J'ai une anecdote là-dessus. Quand je suis arrivé chez Jardiland, il y a quelqu'un qui m'a dit « J'ai une question à vous poser ». On avait réuni tout le monde. « J'ai une question à vous poser. » Oui. « Quand est-ce que vous repartez ?» Vous avez 15 jours de boîte, vous êtes arrivé, vous êtes patron de la boîte et vous prenez ça. Et là, il faut savoir répondre. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le jeu, il faut rentrer dans l'humour, d'ailleurs, parce que c'est la meilleure stratégie. Il ne faut pas se sentir vexé ni blessé. Il faut jouer l'humour. D'accord ? Et quand vous jouez l'humour, de toute façon, les gens généralement qui ont de l'humour et qui ont de la dérision sur eux-mêmes ont plutôt une bonne dose d'intelligence. Donc il faut jouer l'humour parce qu'il y a un moment donné, vous allez l'amener dans votre jeu à vous. D'accord ? Mais bon, vous faites votre réunion, vous avez 400 collaborateurs et vous entendez cette question-là, et là vous vous dites pourquoi ? Ah ben, vous êtes le 5e dirigeant qu'on voit passer. Donc vous ne serez jamais que le 6e. Le tout, c'est de savoir à quel moment vous sortez. Et là, vous répondez, bah, écoutez, moi j'ai prévu un plan de retraite, donc je vais aller jusqu'au bout quand même. Voilà. Mais on va le faire ensemble, parce que vous aussi, vous avez un plan de retraite. Et il faut créer la communication, quitte à se lever et aller dans la salle, parce que faut lui donner le micro à ce moment-là, il faut lui donner de la puissance, de l'aura. Et quand vous donnez de la puissance à quelqu'un qui cherche à vous attaquer un peu comme ça sur le sujet, une fois qu'il a le micro, c'est pas tout à fait la même chose, parce que d'un seul coup, il faut tenir le débat longtemps. Une question, c'est facile. Un débat longtemps, c'est plus difficile. Donc, vous pouvez avoir des trucs où vous n'êtes pas attendu, et puis vous n'y attendez pas non plus, d'ailleurs, parce qu'entre nous soit dit, la question n'était pas forcément prévue dans le plan que j'avais en tête. Mais bon, faut jouer avec ça. Donc, vous n'êtes pas forcément le bienvenu. Voilà. Donc, vous avez peu de temps pour convaincre. Hein. Michel Simon disait on n'a qu'une seule chance de donner une première impression. Et c'est très vrai. C'est un vieil acteur disparu, mais c'est très très vrai. D'ailleurs, il ne tournait jamais ses scènes 2 fois. Le carve-out, c'est pareil. D'ailleurs, si on en parle, hein, pour prendre le micro et débattre, n'hésitez pas. Hein. On vous l'a dit, je sais maintenant, ça fait un peu peur, mais n'hésitez pas à nous poser des questions en cours de route. On a parlé d'embarquer ces équipes derrière un projet. Comment vous l'écrivez, ce projet, quand vous arrivez à la tête d'une entreprise ? Je reviens sur les points d'attention importants post-carve-out. Moi, quand je commence par dire, on va, dans le cadre d'Habitat, on va prendre notre autonomie. C'est pas l'autonomie de l'entreprise, c'est notre autonomie. Pour la première fois, on va construire nos gammes. Pour la première fois, on va avoir notre propre bureau de création. On ne dépendra plus des Anglais, même si Habitat, à un moment donné, a été très français. Il ne faut pas avoir peur, par contre, d'aller chercher ce qui a fait le succès du périmètre considéré. Donc, 2 anecdotes. Hein. J'ai fait venir Sir Terence Conrad, qui avait 80 ans à l'époque. Et puis j'ai été recherché parce qu'il fallait faire du marketing et je voulais retrouver les racines de ce qui était nécessaire pour Habitat. J'ai été retrouvé le premier directeur du marketing qui avait 71 ans et qui est venu 2 jours par semaine nous recaler la stratégie marketing avec une fraîcheur et une jovialité qui étaient absolument extraordinaires. Et tout le monde s'est dit, parce que là, il y avait peu de rotation dans la société, on avait des moyennes, des anciennetés qui étaient supérieures à 20 ans. Et là, on a trouvé des gens qui étaient dans l'émotion, c'est-à-dire qu'on a régénéré une émotion. D'accord ? Donc parfois, on parle souvent du leadership. Moi, j'aime bien avoir l'émotion dans l'entreprise, parce que quand on génère de l'émotion, on rentre dans la vérité des hommes. Et quand on rentre dans la vérité des hommes, alors on est capable de construire des éléments fondamentaux. Et donc ça fait la différence. Être capable de dire à un moment donné, voilà, on repart avec humilité, on ne sait pas tout, on a une vision, et on va l'affiner avec vous. Et après, c'est un système d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on part large et on resserre. Et on resserre au fur et à mesure des séances de travail qu'on a avec tous les collaborateurs. Le pire qu'il faut éviter, c'est d'être
dans son fauteuil doré. La France est connue pour diriger sous les dorures. Il faut éviter de diriger les carve-out sous les dorures. Voilà. En tout cas, c'est le conseil que je donne. Il faut être confronté au terrain, au quotidien. Il faut avoir un numéro de téléphone. Moi, j'ai donné mon téléphone à tous les 3700 collaborateurs de l'entreprise. C'est pas un problème. Ils vont vous appeler. Répondez. Vous ne pouvez pas répondre. Dites que vous allez rappeler. Mais faites-le. Parce que si vous ne rappelez pas et si vous ne répondez pas, c'est pareil. Vous allez à un moment. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui vont le faire. Mais le peu de personnes qui vont le faire, si vous répondez et si vous êtes à ce rendez-vous-là, vous crédibilisez non seulement la personne que vous êtes, mais vous crédibilisez le produit, le projet, l'espoir, la rentabilité, le temps, la rapidité du temps. Le momentum est extrêmement important. On n'a pas 20 ans pour faire un carve-out. Ça va très très vite, ça dépend des entreprises, mais le restructuring de Jardiland, c'est 9 mois. Le carve-out d'Habitat, c'est 2 mois et 20 jours. Ça va très très vite. Et on a recruté 70 personnes qui ne connaissaient pas Habitat. Donc c'est une technique, c'est des méthodes, c'est simplifier la vie. Il ne faut pas faire des choses compliquées, il faut des choses efficientes, rapidement. Et puis vous n'avez pas forcément de hiérarchie, donc vous êtes à tous les niveaux. Vous êtes en première ligne. Voilà. Ça, je pense que c'est l'élément important. Vous voyez que, pour moi, si vous voulez, la technique financière, la technique d'investissement, tous les éléments, je dirais, mathématiques, on va dire, de l'entreprise, c'est assez facile. Les lois, on les connaît, on est accompagné, on a des consultants, on a des consultants ressources humaines, on peut avoir tout ce qu'on veut. Ce qui fait la réussite d'un carve-out, c'est la différence de traitement que vous aurez vis-à-vis des hommes. C'est pas autre chose. C'est les hommes. On peut vous raconter. Il faut dire les hommes et les femmes aujourd'hui, les femmes et les hommes, sinon. Oui, mais moi je le dis toujours avec un grand H, donc c'est. On va sous-titrer en grand H. Donc les hommes et les femmes, donc les hommes avec un grand H. Absolument. Voilà. Moi, je crois que c'est la clé du carve-out, ce sont les hommes. Voilà. Et les femmes, pardon. Ou les femmes et les hommes. Enfin, les équipes. Voilà. Les ressources humaines. Voilà. Gilles, vous voulez réagir sur ce qui vient d'être dit, sur ce projet, comment on le construit en emportant forcément les gens, oui. De toute façon, si on n'est pas capable d'emmener l'équipe avec soi, c'est qu'on n'est pas un bon leader. Si on n'est pas un bon leader, on n'a rien à faire là. Si on n'a rien à faire là, goodbye. Alors, le plan, ça ne peut pas être que de l'oral. Il faut être du visuel, il faut avoir du support visuel. C'est-à-dire que quand vous communiquez, vous allez avoir des slides. Alors, pour tous les très bons orateurs qui nous lisent les slides qu'on lit nous-mêmes, il faut éviter. D'accord ? Vous avez un slide, vous avez une slide, c'est un support, et vous avez un propos qui est à côté, qui est soutenu par les slides, mais ça ne peut pas être ce que vous avez écrit sur les slides. Ça, oui, mais on le dit, je peux vous garantir que c'est un lieu commun de beaucoup de managers, de beaucoup de chefs d'entreprise, qui, parce qu'ils sont face à un public, d'un seul coup, sont tétanisés par déborder de mon slide. Le slide, c'est un support. Dans ce slide, vous allez mettre des chiffres. Vous allez aussi mettre des dates. Vous allez mettre des événements. Parce que si vous ne mettez pas ça, vous n'êtes pas crédible. Sinon, je fais une slide. Mañana, mejor. Demain, ça sera mieux. J'ai fait mon plan. Donc, il faut être factuel. Et ce qui va être important dans le propos, parce que là, pour le coup, c'est le chemin, comment vous allez tenir ces dates, comment vous allez tenir ces événements, comment vous allez tenir ces engagements financiers, et ainsi de suite. Vous avez dans vos équipes des gens qui vont vous dire très bien, et les banques, parce qu'on sait très bien qu'on a 113 millions de dettes, là, et comment on fait pour rembourser demain matin ? Il faut répondre. Il ne faut pas lui dire que c'est un sujet de direction financière. Il faut répondre. Moi, je suis allé jusqu'au bout de la transparence. Quand je suis arrivé dans des boîtes en restructuration, j'ai dit, voilà, on a un problème, on continue comme ça, on ne fera pas les payes du mois de décembre. J'ai dit ça en octobre. D'accord, ou 9 septembre. Et les gars, il faut faire quelque chose, là. D'accord, donc il faut réimaginer. Donc on le dit à l'encadrement, on ne le dit pas forcément aux gens au plus bas, parce que là, pour le coup, vous leur foutez la trouille. Mais à l'encadrement, il faut le mobiliser. Et vous avez une responsabilité, parce que la première responsabilité que vous avez, elle est économique, ça c'est vrai. Mais au-delà, et le suprême de la responsabilité économique, c'est la responsabilité sociale que vous avez. Et donc vous êtes responsable de chacun des contrats de travail qui sont plus bas de niveau de l'échelle. Et donc ça, il faut le tenir. Et donc, vous avez des gens qui vont vous poser des questions très économiques, et notamment des gens qui sont
adhérents aux centrales syndicales qui sont implantées dans vos entreprises quand vous en avez. Quand c'est des petites entreprises, vous avez des délégués du personnel, vous avez des représentants du personnel, vous avez ceux qui n'ont aucun mandat mais qui ont une voix et qui sont parfois qui font 1m80, 2m10, musclés, machin compagnie. Oui, ça existe. Hein. Et là, ils vous posent des questions. Et il faut être au rendez-vous de la réponse. Et si vous ne savez pas répondre, il faut dire « je ne sais pas vous répondre ». Le nombre de cadres que je vois tricoter face à une question à laquelle ils n'ont pas la réponse, dites « je ne sais pas répondre, je prends le point, je vous réponds dans 48 heures ». Et il faut que dans 48 heures, vous ayez répondu. Mais si vous ne savez pas répondre, vous le dites. C'est l'authenticité du chef d'entreprise. On ne vous demande pas d'être infaillible. On vous demande d'être le meilleur possible. Personne n'est infaillible. Aucun chef d'entreprise n'est infaillible. On ne sait pas tout. Donc, il faut dire qu'on ne sait pas. C'est un exercice difficile parce qu'on s'expose. D'accord ? Tout le monde pense qu'on s'expose. En fait, dans la réalité, vous vous rendez beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible et beaucoup plus crédible. Donc, tout ce que vous direz derrière aura du sens et du poids. Donc, voilà. Donc, le plan, il faut le soutenir et il faut le commenter régulièrement. C'est-à-dire, vous l'envoyez pas une fois et puis après, ciao, bye, bye, on se retrouvera l'année prochaine. Non, non. Un corps social, ça vit tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Et donc, un corps social, ça se nourrit d'informations. Et donc, il faut le nourrir. Certains prennent le mois, d'autres prennent le trimestre. Prenez pas l'année parce que c'est pas génial, c'est trop long. Il faut que vous ayez un temps qui soit adapté au temps d'enjeu de l'entreprise. Donc, si vous avez une entreprise qui est digitale, il faut aller faire de la communication souvent. Si vous avez une entreprise qui est industrielle, vous avez un peu plus de temps. Mais vous avez des éléments importants. Il nous reste 10 minutes. Je viens de voir la pancarte s'afficher. Là-bas, le maître du temps est en blanc. Ouais, le maître du temps. Alors, on a parlé du positif. On a parlé sur le fait qu'il ne fallait pas trop se retourner sur le passé, mais qu'il fallait quand même identifier les éléments positifs qu'il y avait au sein de la structure. Il faut aussi identifier les points négatifs. Il faut faire un peu de ménage sur les erreurs qui ont été faites. Comment vous les identifiez, comment vous les réparez et comment vous les mettez de côté pour aller plus vite, plus loin? Déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. J'ai repris une entreprise, il y avait une délégation CGT qui était dure, avec un historique de grève vraiment qui remontait très très loin dans le passé. Et lorsqu'on est arrivé, au bout d'un an, la délégation CGT s'est coupée en deux. L'une partie trouvant qu'ils étaient trop mous, et donc ils ont créé Sud. Ben, quand vous avez ces gens face à vous, ils sont là. Vous pouvez pas les virer, vous pouvez pas. Ils sont là, il faut faire avec. Donc, penser que le dirigeant a toutes les cartes de restructurer comme il veut, pas du tout. Ces gens-là, si vous n'arrivez pas à les emmener avec vous dans le bateau et à les convaincre que la direction est bonne, ils seront contre vous. Et donc, beaucoup de dialogue, beaucoup d'explications, beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps, hein. Mais si vous passez pas ce temps-là, ces gens-là peuvent être de tels freins. Tu disais des encres ou des encres flottantes, des points morts, c'est ça. On n'a pas le choix de toute façon. On doit les emmener. Donc il faut le faire. Pour la petite histoire, celui qui était délégué Sud, il a fini par demander à partir en retraite en disant « Écoutez, je me suis battu toute ma vie contre les directions. Maintenant, je suis trop en phase avec vous. J'ai un problème d'adéquation avec mes équipes et avec ce que j'ai pensé toute ma vie. Je pense que le mieux, ce serait vous me mettre à la retraite parce que je ne peux pas défendre les idées que j'ai défendues toute ma vie. Je ne suis plus en phase avec moi-même. » C'est rigolo. Je pense que peut-être il y a un mot qu'on n'a pas utilisé, mais qui est important. Je crois qu'on a parlé de cette rupture et je pense qu'on est vraiment dans un cas de crise quand on est dans ce cas-là. Tous les mots qui ont été utilisés, je crois, autour du fait qu'il fallait faire les choses rapidement, qu'il fallait faire les choses avec beaucoup d'empathie et autres, tout ça, c'est lié au fait qu'il y a un changement, de toute façon, il y a un changement de direction et que direction, pas que de direction de management, mais d'axe, et que donc, forcément, ça introduit un certain élément de crise. Et pour revenir un peu à ce qu'on dit sur comment on se réinvente et comment est-ce qu'on crée cette deuxième vie, il faut effectivement avoir cette vision, mais il faut imaginer qu'on est en train de repositionner quelque chose.
Et donc c'est ça ce qu'on gère comme étant une crise. Et quand on est dans une phase de carve-out, aussi bien avant, un petit peu avant, comme on l'a indiqué tout à l'heure, et pendant surtout, on n'est pas dans une phase stable de développement d'entreprise, de croissance de l'entreprise. Alors évidemment, ça s'adresse surtout, parce qu'on parle beaucoup de carve-out, la grande majorité, c'est quand il y a un problème. Il y a pas que, c'est pas tout le temps le cas, parce que des fois on sort une entité, on sort une structure qui est bien portante, qui veut se développer, et c'est un carve-out qui peut se faire dans des conditions assez positives. Mais même dans ce cas-là, de toute façon, ça sera une gestion de crise, parce que de toute façon, il se passera quelque chose dans l'environnement qui fait que les gens à l'intérieur vont voir ça comme étant différent. Les ressources humaines vont voir effectivement la transition. Certains voudront rester alors qu'on les mettra dans le carve-out. Donc il y a plein de choses qui, de toute façon, même si la santé financière de l'entité qui est en carve-out est bonne, de toute façon, il y aura forcément un élément de crise à un moment ou à un autre. De toute façon, l'écosystème humain attend que vous fassiez votre métier. Hein. Qu'est-ce qu'on attend d'un chef d'entreprise ? On attend d'un chef d'entreprise qui voit, qui décide et qui l'engage. Donc c'est assez simple, hein, ça tient sur 3 mots. Il faut voir, il faut savoir où on va, il faut décider, et puis il faut engager, parce que quand on a décidé, il ne faut pas rester sur la décision et puis se dire ça va se faire tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Votre auditoire, votre écosystème social, il attend exactement ça de vous. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas non plus dans cette dynamique-là, ça ne fonctionne pas. Et l'autre point important, c'est la garde rapprochée. Au final, c'est l'état-major qui vous entoure. Alors, on parle souvent de l'état-major en termes de hiérarchie. Moi, j'aime bien parler de conseils un peu stratégiques, ou en tout cas à l'écoute de l'entreprise. J'ai bien évidemment des dirigeants qui sont avec moi, qui sont mon état-major rapproché, mais j'ai aussi les syndicats. J'hésite beaucoup, mais moi j'ai beaucoup travaillé avec les syndicats, notamment sur la projection, notamment sur le plan, notamment sur la façon d'y arriver, notamment sur mes doutes. Moi, il m'est arrivé d'aller voir un délégué syndical CGT en disant CGT, pardon, j'ai un doute et j'ai besoin de te voir. Et j'ai trouvé en face de moi un homme qui avait du sens. Hein. On avait fini la phase de restructuration, mais on était dans un moment où il fallait faire des vrais choix. J'ai un doute, j'ai besoin de parler avec toi. C'est pas incompatible avec sa carte syndicale et mon statut de président. Hein. C'est un être humain comme moi qui a un objectif commun avec le mien, faire réussir la société. Et donc, par exemple, dans l'organisation, mon DRH, alors à l'époque on était encore avec les comités d'entreprise, donc mon DRH était le président du comité d'entreprise, et moi je n'étais rien dans le comité d'entreprise. Ce qui me donnait la liberté de pouvoir discuter avec tous les membres du comité d'entreprise d'une façon totalement libre. Hors structure, hors obligation légale. Et donc j'avais des phases préparatoires, et donc le CE était une chambre de mise en œuvre. Mais la stratégie se faisait ailleurs. Et donc, on avait trouvé ce système-là avec le délégué syndical et le délégué, c'est la même personne, délégué du comité d'entreprise. Et au final, on a trouvé un système et un fonctionnement qui était extrêmement intéressant. Il a toujours tenu son rôle de défense des collaborateurs, et j'ai toujours tenu mon rôle de président. Mais nous avions un terrain commun, réussir. Et ça fait partie de la phase de construction fondamentale de la réussite d'un projet de carve-out. Je crois qu'on a la trouille trop souvent en France, parce qu'on a cultivé cette image-là, des syndicats qui sont omnipuissants et ainsi de suite. Non, il faut d'abord travailler avec eux, de toute façon c'est impossible autrement, mais il faut le faire intelligemment. Il faut y aller en se disant, c'est des gens, ils ont une mission, et il faut respecter cette mission. Ils représentent les autres, ils représentent votre corps social. Donc ils ont un rôle fondamental. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que dans toutes les entreprises où je suis passé, où j'ai fait des travaux de restructuring, là pour le coup, donc c'est-à-dire des départs, c'est-à-dire des PSE, c'est-à-dire des larmes dans les foyers. Je voudrais juste que cette image-là reste, des larmes dans les foyers. Leur rôle et votre rôle avec ces gens-là est absolument fondamental. Et quand on dit on fait du carve-out, on change d'angle,
Parfois, on change d'angle, on change l'organisation, on change les rôles, on change parfois les besoins d'entreprise. On a besoin de tel type de technicien, on aura besoin de tel autre type de technicien. Donc, on va faire des choix. Et ces choix-là, il va falloir les accompagner. Et donc, l'élément fondamental et votre meilleur partenaire de jeu, ça s'appelle un corps social. Et un corps social, c'est représenté par des instances sociales et des syndicats. Voilà, moi j'ai gardé de bons contacts avec mes patrons de syndicats au-delà de mes présences dans les entreprises. Il y en a avec qui j'échange sur LinkedIn. Il y en a un, on est resté en contact pendant pratiquement 15 ans. Voilà. Et puis à la fin, il m'appelait chef vénéré, je l'appelais syndicaliste vénéré. Voilà, c'était un trait d'humour. Mais on a su dépasser les enjeux. Et surtout, on a trouvé des représentants syndicaux qui avaient une intelligence particulière pour l'entreprise et qui conservaient une forme de libre arbitre versus le dogmatisme de la centrale. Moi, j'ai un exemple très rigolo de syndicat qui, dans un CE qui disait les gars ne seront pas capables d'aller vers les nouvelles technologies que vous voulez nous faire changer les machines, des trucs trop sophistiqués. On ne saura pas faire, on ne veut pas. Et j'aurais dit, mais montrez-moi vos téléphones. Ils avaient tous des smartphones. J'ai dit, mais voilà, vous êtes tous passés au smartphone. Vous avez tous des ordinateurs chez vous. Vous êtes bien entendu capables de le faire. On va vous accompagner de l'information qui va bien. Mais et effectivement, ils ont réalisé qu'en fait, ils étaient capables. Et ce qui était un vrai point de crispation, il s'est dégonflé, mais en 3 minutes, on avait franchi une étape. Juste parce qu'on a parlé. Dans l'entourage, dans les hommes et les femmes qui nous entourent, il faut trouver des gens qui ont, en termes d'équipe de dirigeants, des gens qui ont une capacité à délivrer de l'énergie. Un carve-out, c'est pas un parcours de santé. Et on fait pas ça en petit jogging le dimanche matin. C'est un vrai marathon. Voilà. Et un marathon, c'est au 32e kilomètre que c'est compliqué. D'accord ? C'est comme ça. Donc, il faut des gens qui ont le sens de l'effort et la volonté de se dépasser. Je pense que ça, c'est une des clés fondamentales. Et moi, je recrute toujours des gens autour de moi qui sont capables de me dire non. J'ai du drive, je le sais. J'ai des idées. Et donc, je veux en face de moi des contradicteurs. Je veux des gens qui sont capables d'appliquer la stratégie une fois qu'elle est décidée, mais tant qu'ils peuvent débattre des sujets, vont débattre pour aller vers l'excellence, ou en tout cas le meilleur but possible. Ça, c'est la garde rapprochée. On n'a pas parlé du corps social. Moi, j'ai toujours travaillé avec les syndicats d'une façon différente, parce que j'ai peut-être cette proximité-là, mais ça m'a beaucoup apporté. Et puis, il y a le gars qui est manutentionnaire, il faut aller le voir, il a des idées, il sait comment gerber, vous non, il sait comment stocker, vous non, il sait comment stocker des plantes, vous non, et donc il faut les écouter, il faut passer du temps. Il y a d'autres acteurs que j'ai mis en jeu dans ces éléments, c'est les périphériques de l'entreprise. C'est-à-dire c'est les fournisseurs. Allez voir un fournisseur en disant je réfléchis à cette stratégie, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas dévoiler ses armes, mais en tout cas, c'est se confronter à la réalité d'un marché. Et de la façon dont vous immiscez vos fournisseurs avec intelligence, il ne s'agit pas de tout dire, mais il s'agit au moins de les embarquer dans le projet. Parce qu'on parle souvent du carve-out en interne, mais le carve-out, c'est aussi un périphérique. Et ce périphérique-là, il faut l'emmener avec vous. Et la meilleure façon d'emmener quelqu'un, c'est de lui poser des questions. Autrement dit, de l'amener dans le sujet. Et quand vous l'amenez dans le sujet, il prend part au sujet. Et quand il prend part au sujet, il devient partenaire. Et quand il devient partenaire, il est moteur. Donc vous le faites avec les fournisseurs, il faut le faire avec les clients. Jardiland, c'était 7000 interrogations clients par tous les moyens possibles. Chez Habitat, ça a été les partenaires internationaux, c'est le bureau d'achat en Chine, c'est ainsi de suite. Il faut poser des questions à 360 degrés. C'est fondamental. Et puis quand vous avez des franchisés, il faut leur poser la question parce que ces gens-là sont des chefs d'entreprise. Et quand vous avez des chefs d'entreprise, il ne faut pas se priver du privilège qu'on a d'échanger au même niveau. Ça fait la différence. Voilà. Et je terminerai en disant l'homme sans vision se meurt, parce que je crois que ça a été écrit quelque part dans un livre sacré. Et il me semble que c'est l'absolue vérité de tous les projets, quels qu'ils soient, de carve-out ou de restructuring. Vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de projet, vous êtes déjà mort. Merci beaucoup. On ne pouvait pas mieux conclure cette journée sur le carve-out avec cette matinée même sur le carve-out. On aurait pu apparemment tenir toute la journée en tout cas. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Ça veut dire que c'était parfaitement clair. Ah.
Ah zut. On a parlé du carve-out, donc ça peut être des carve-out de grandes sociétés avec du non-core business. On a parlé de sociétés en difficulté, notamment sur Europe. Pour les sociétés en très grande difficulté, on va dire, quels sont, pour le carve-out, les 2-3 éléments essentiels que vous ne feriez pas forcément, en tout cas à la même vitesse ou célérité, qu'une carve-out professionnelle? La croyance, l'interrogation et Dieu. Non, je vous ai répondu pour le plaisir. Mais là, quand vous dites les sociétés en très grande difficulté, le travail du carve-out, il commence avec l'écosystème que vous avez au-delà, c'est-à-dire les gens qui vont être intéressés de vous accompagner pour la reprise de ce périmètre qui est en très grande difficulté. Donc là, c'est les banquiers, les investisseurs et ainsi de suite. Donc, quand on est... Ça fait, pour moi, si vous voulez, Jardiland était dans une vraie difficulté. Le travail avec les banquiers a été un travail extrêmement important. Il nous a fallu trouver un actionnaire extrêmement rapidement. En moins de 2 mois, on a trouvé un nouvel actionnaire. On a réinjecté de l'argent dedans. C'est un travail qui a été préparatoire très lourd, complètement extrudé de l'entreprise. Là, pour le coup, on n'a pas partagé ça avec l'entreprise, ni avec les collaborateurs, parce qu'il y avait de l'enjeu et il y avait des risques. Ça ne sert à rien de répandre le risque et la crainte. À ce moment-là, ce qu'il faut, c'est être fort. Et donc là, vos enjeux de discussion avec les banquiers, avec les actionnaires, avec les partenaires sociaux ne sont pas tellement en jeu à ce moment-là. On parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup de disponibilité. Et puis le mandataire que vous avez, parce que vous êtes souvent en très grande difficulté, soit vous avez un mandataire à vos côtés, soit vous avez un conciliateur. Et là, vous avez un partenaire de jeu qui est exceptionnel. Enfin, moi, j'ai eu la chance de travailler avec 2 grands professionnels de ce métier, une professionnelle et un professionnel d'ailleurs. Pas de nom, mais on imagine. Oh bah, je peux faire de la pub. J'ai Hélène et Frédéric. Voilà, c'est pas le même. Voilà, et vous avez là des enjeux. Même les bailleurs sont des enjeux. Jardiland, de négocier avec les bailleurs, c'était un combat loyal, mais c'était un vrai combat. Et donc là, cette préparation-là, elle est quasiment faite en dehors de l'entreprise. Votre partenaire de jeu le plus fort, c'est le directeur financier que vous avez à côté de vous. Parce que si vous n'avez pas un bon directeur financier à vos côtés de vous sur une taille d'entreprise de cette nature-là, il vaut mieux pas se présenter sur le dossier. Voilà. Donc là, il y a un vrai travail préparatoire en amont, voire même qui se fait en parallèle, et une continuité d'accompagnement. Moi, j'ai continué de voir mes banquiers tous les 6 mois en leur disant où on en était, ce qu'on faisait, les anecdotes de l'entreprise, la vie de l'entreprise, ainsi de suite. Il faut les mettre dedans. Moi mon truc à moi, c'est d'amener les gens dans mon projet, d'accord, qu'ils soient dedans, dans l'entreprise, ou qu'ils soient à côté. Voilà, ça marche mieux. C'est sûr que si vous leur dites pas ce que vous allez faire, ils vont pas vous aider. Hein. Donc plus je leur dis ce que je veux faire, plus ils sont en écoute de ce que le projet d'entreprise est, plus on est dans la capacité de leur dire j'ai besoin de vous. Voilà. Et les banquiers, c'est pareil. Alors après, les banquiers, ils ont d'autres enjeux. Ils ont des dettes, il faut recouvrer la dette. Est-ce qu'elle est provisionnée, pas provisionnée? Est-ce qu'on fait un waterfall à 10 ans ou à 5 ans? Est-ce qu'on a une obligation de vente? Tout ça, c'est des éléments techniques qui sont faits auparavant. Mais là, vous êtes entouré par des gens qui sont souvent très compétents et plus compétents que vous. L'autre point, c'est de croire qu'on est surtout incompétent. C'est-à-dire qu'il faut s'entourer de gens très, très forts et beaucoup plus forts que vous, que soi-même. Voilà. C'est-à-dire faut être un... En fait, on peut être un bon joueur. Il vaut mieux être Federer dans l'histoire, un bon joueur dans tous les domaines. Voilà. Mais à côté, il faut savoir avoir un Nadal, il faut savoir avoir un Djokovic, il faut savoir avoir un... Non, père, on ne va pas le dire, parce que, il n'a pas de spécialité forte, mais vous avez des gens qui sont des serveurs, vous avez des gens qui sont des joueurs de fond de cours, vous avez des joueurs qui sont des joueurs de filet, vous avez des gens qui sont d'excellents acrobates, il y en a quelques-uns sur le terrain. Il faut varier les plaisirs et surtout les compétences. Hein. Merci beaucoup. Et je vous invite au sommet de la restructuration pour en parler un peu plus en détail, justement. Ça me permet de rebondir, c'est bien. Merci à tous, merci à tous les 3. Merci d'avoir été parmi nous.